Mes chers amis, bien bonjour. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau podcast en cette période de rentrée. J'espère que vous êtes tous bien rentrés, que tout s'est bien passé pour vous. Et donc, nous allons repartir sur une nouvelle saison de vidéos podcast sur différents sujets. Aujourd'hui, nous allons partir sur un sujet, une personnalité peu connue. Nous allons donc aborder le cas de la reine Anne Boleyn. Anne Boleyn, on la connaît à travers des films, on la connaît à travers des séries, mais on ne sait pas vraiment qui elle était. Ambitieuse, sulfureuse, symbole un peu d'une Angleterre basculant du catholicisme au protestantisme, c'est la reine qu'on associe plus principalement et peut-être assez facilement à cette entrée de l'Angleterre dans la réforme dite protestante. Plus tard, elle deviendra le symbole du martyr justement du protestantisme à cause de sa fin tragique. Tout le monde le sait pour ceux qui ont peut-être vu certaines séries ou certains documentaires sur le sujet, tout le monde sait qu'elle finit la tête coupée. Et donc c'est ce qui fait que bien plus tard, elle sera considérée comme une sorte de symbole martyr du protestantisme, tant par sa fin tragique que par son mari, tout simplement, son époux, qui est le tant redouté Henri VIII Tudor, qu'on a associé plus tard à Barbe Bleue. Et donc, c'est un peu grâce à ça qu'on connaît, soit de visu, soit de nom, cette reine. Pour l'époque, c'était une beauté déjà peu commune, dotée d'une grande intelligence et surtout extrêmement cultivée. Elle est à la fois appréciée par ses contemporains et à la fois jalousée par ces derniers, justement par ses capacités à se mettre en avant, à ne pas, on va dire, faire office de potiche. Et donc, c'est ce que nous allons voir. Nous allons essayer un peu de retracer un peu ce qu'a été la vie d'Anne Boleyn, de son enfance jusqu'à sa fin tragique, en se basant un peu sur ce que les chercheurs ont trouvé, sur ce que les livres ont retenu d'elle. Donc, en premier lieu, nous allons voir justement les premières années de la reine, c'est-à-dire son enfance, sa jeunesse, qui se situe entre l'Angleterre et la France. Ensuite, on va voir ses relations, justement cette fameuse relation qui va durer de 1527 à 1533 avec le roi Henri VIII, et notamment justement ce qui fait que pourquoi le roi Henri VIII va décider d'épouser cette femme et non pas, on va dire, une autre. Ensuite, nous allons voir une partie que moi j'ai baptisée Plus dur est la chute, dans le sens où nous allons voir le règne de la reine, enfin, c'est le règne extrêmement court de la reine, à ce fameux procès, cette mascarade de procès qui n'en est pas forcément un, jusqu'à cette période-là. Ensuite, nous verrons une autre partie qui est peut-être beaucoup plus légère, qui est une partie plus axée sur Anne Boleyn et l'image qu'on en a dans la culture populaire, notamment à travers le cinéma et les séries. Donc, nous allons de suite commencer par en fait Anne Boleyn avant d'être reine. Anne Boleyn avant d'être reine, c'est avant tout une enfance en Angleterre, du moins une petite enfance jusqu'à à peu près la préadolescence jusqu'en Angleterre. Au niveau de sa date de naissance, il y a quelques trous. On situe sa date de naissance entre 1501, 1503, voire grand maximum 1507. Selon les sources et selon, on va dire, les auteurs, c'est soit l'une des trois dates, soit plus vers 1507. Ce sont en fait des choses assez approximatives. Anne Boleyn est la fille de Thomas Boleyn, qui est d'origine roturière. Ses ancêtres sont avant toute chose ont été d'abord des marchands et non pas des nobles. Et sa mère, Elisabeth d'York, qui elle par contre est d'origine noble. Donc en fait c'est un mélange entre un père roturier et une mère noble. Donc elle a quand même du sang noble dans les veines par sa mère et non pas par son père. Elle a également un frère et une sœur, sa sœur Marie, née en 1499, et son frère Georges, qui est né en 1503, aux alentours des 1503. On ne sait pas beaucoup de choses, en fait, au niveau du lieu de sa naissance. On va trouver tantôt des informations comme quoi elle est née
alors à Blakenhall, je vous mettrai le nom en barre d'infos, ce sera plus simple, ou dans sa demeure familiale de Evers qui existe encore. On a très peu d'informations sur son enfant, sur la petite fille qu'elle a eu été. On sait que sa naissance, ses parents ont été un peu surpris de voir le genre de bébé que c'était. On s'attendait à avoir une petite fille blonde, peut-être aux yeux bleus, et au final, on se rend compte que c'est une petite brunette qui est née, avec des yeux extrêmement foncés, une chevelure extrêmement foncée, et ce qu'on va qualifier de peau mate. Alors, peau mate, il faut mettre peut-être des nuances là-dedans. C'est probablement un style méditerranéen, certainement ce qu'on peut entendre par style méditerranéen, c'est-à-dire un teint peut-être un peu blanc hâlé avec des sous-tons un peu olivâtres, des sous-tons un peu verts. Donc ça, c'est des sous-tons en fait qui sont pas très courants pour l'Angleterre de l'époque, mais qui existent néanmoins. Comme je disais, on a peu d'informations sur son enfance, déjà sur sa naissance, on a des doutes sur le lieu de naissance, mais on a encore plus de doutes en fait sur son enfance. On a très peu de sources de l'époque. Certaines mentionnent qu'elle est rentrée au service de Marguerite d'Autriche, gouvernante des Pays-Bas, comme demoiselle de compagnie, où elle aurait appris en fait l'apprentissage du français, elle aurait reçu une autre éducation, et d'autres se pencheraient plus sur le fait qu'elle aurait été tout simplement éduquée par un précepteur au même titre que son frère, donc elle aurait vécu plus dans le cocon familial. On est dans les années plus 1510, donc au tout début de la vie de cette jeune fille. Physiquement, elle est... on n'a pas forcément de description de ce qu'elle était physiquement. Certains vont dire qu'elle avait des yeux globuleux, d'autres vont dire qu'elle a un sixième doigt. C'est un peu à prendre avec des pincettes ce genre de description, sachant qu'on voulait bien un peu caricaturer qu'on voulait bien la caricaturer en disant qu'elle était laide, qu'elle était pas belle, enfin bref. Mais elle se distingue surtout par sa nature plus gaie, enjouée, et surtout par une intelligence, on va dire, peut-être peu commune pour l'époque. Ce qu'on peut noter éventuellement, c'est que lors du voyage de Marie Tudor, donc la sœur d'Henri VIII, vers la France pour aller épouser le roi Louis XII qui était le dernier roi médiévaux, si je peux dire ça ainsi. Anne aurait probablement été du voyage, mais on n'en est vraiment pas sûr. C'est vraiment quelque chose, on va dire, d'approximatif. On est dans les années 1514 et on ne sait pas vraiment si la petite fille... Le soleil s'invite, il a choisi son bon moment celui-là. On ne sait pas si la petite fille a été du voyage ou si simplement ça a été juste une coïncidence, la mention de la petite fille. Toujours est-il que son père, Thomas Boleyn, l'était, donc très probablement qu'il a emporté sa fille avec lui. Désolée. On n'en est pas sûr. Marie Tudor a été toutefois une reine, comme on dit, éphémère, puisque son futur époux meurt quelque temps plus tard, donc Louis XII meurt, et qui va lui succéder, c'est un parent éloigné, les Valois, celui qu'on va connaître sous le nom de François Ier, qui est une branche un peu parallèle de la famille de la famille royale de l'époque, mais qui n'était pas vraiment, on va dire, une branche proche. Donc ce sera plus celui qui va être roi de France, et Louis XII malheureusement meurt. Anne on ne sait pas trop quoi en faire malheureusement. Donc François Ier va épouser Claude de France, donc la reine Claude, rien à voir avec la prune, merci. Il va épouser Claude de France, qui est la fille unique du roi Louis XII et de Anne de Bretagne, qu'il avait eu, je crois, d'un précédent mariage. Donc Anne Boleyn va rentrer donc au service de la reine Claude de France. Donc on va dire que c'est un peu le pied à l'étrier pour cette jeune fille, cette petite Anglaise qui débarque de son Angleterre austère, humide, peut-être un peu moyenâgeuse, qui va débarquer dans une ambiance tout à fait différente, avec des gens tout à fait différents, et on va dire un style de vie beaucoup plus différent. Donc Anne Boleyn va avoir ce qu'on va appeler une jeunesse française plus qu'anglaise. Déjà,
Anne se distingue notamment par... la jeunesse de Anne en France est une jeunesse heureuse, insouciante, à la cour de France bien sûr, mais tout de même soumise à certains codes, ce qu'on va appeler l'étiquette, cette fameuse étiquette qu'on va retrouver au temps de Louis XIV, et même après, elle s'est déjà mise en place au temps de François Ier. En grandissant, elle va se caractériser par sa beauté, mais aussi par son intelligence et sa culture. On retrouve toujours ces deux mêmes adjectifs la caractérisant, culture, intelligence. C'est ce qui va d'ailleurs, en grandissant, tant la mettre en avant que d'indisposer, du moins pour l'époque. Adolescente, Anne se retrouve plutôt préadolescente, c'est-à-dire aux alentours des 12 ans, va se retrouver donc dame d'honneur de la reine Claude de France, c'est ce que je vous disais, va se retrouver plutôt demoiselle d'honneur que dame d'honneur, et elle va accompagner sa maîtresse partout, c'est-à-dire en des voyages entre le château d'Amboise et le château de Blois, enfin, les fameux châteaux qu'on connaissait à François Ier. Cette reine va avoir une très très grande influence sur la jeune fille, puisque cette reine se distingue tant par sa piété que par sa générosité. C'est une reine qui est très pieuse, qui est réputée très effacée et très calme comparée à son volage de mari qui lui va sauter un peu sur tout ce qui bouge. Mais elle va lui demeurer fidèle jusqu'à la fin, au point qu'elle a eu au moins 10 enfants avec le roi, mais 10 enfants qui ont fini par l'emporter. Donc, Anne va beaucoup prendre exemple sur justement la reine Claude de France, déjà à cet âge-là, mais en grandissant, elle va garder cette influence et elle va garder peut-être cette éducation qu'elle aura eue justement avec cette femme. Pendant son séjour, son très long séjour à la cour de France, elle va avoir l'apprentissage du français. C'est une des reines les plus francophiles que l'on connaisse, enfin du moins que l'époque connaisse, du moins sous Henri VIII. Elle va apprendre tout ce qui est art de la broderie, de la danse, du chant. Elle va se distinguer un peu par toutes ces disciplines et tout cet attrait qui entoure un peu le côté renaissance italienne. Elle va être vraiment, vraiment, vraiment très, 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 très attirée par tous ces arts. Et c'est ce qui fait que même quand elle sera reine, ce sera également sur ce genre de choses ça va être également sur ce genre de choses qui fait que son règne va être certes éphémère, mais va aussi être, plus ou moins se caractériser. Elle évolue aussi dans un environnement qui est assez raffiné quand même. On va pas croire que à la cour de François Ier, c'était la cour d'Henri VIII, très très loin de là. C'est une cour qui est quand même assez raffinée, et elle, en grandissant, va devenir une jeune fille, une jeune femme assez sophistiquée, donc très très loin du côté rustre que l'on peut avoir un peu de cette époque. Dans ce contexte assez humanisme, certes, il va y avoir l'influence pieuse de Claude de France qui va être vraiment, vraiment, vraiment très présent dans l'esprit de la jeune fille, mais il va y avoir également le côté très humaniste qui va également faire partie un peu de ces influences auxquelles Anne ne va pas être insensible, et il va y avoir plus tard également l'influence de la réforme protestante. Avec tout cet apprentissage de la vie, Anne va également s'exercer un peu aux arts de la séduction, aux arts de plaire. Elle séduit par un certain nombre d'atouts, mais aussi par son élégance, mais elle n'est pas, à la différence peut-être de sa sœur Marie, qu'on va un peu voir comme une fille extrêmement, pas forcément légère, mais qui se laisse séduire facilement. Elle va demeurer prudente, elle va demeurer beaucoup plus stratège à ce niveau-là. Elle sait que elle sait très bien ce qui pourrait l'attendre, je pense, déjà à cet âge-là, si jamais un garçon lui mettait la main dessus et si elle tombait enceinte. C'est le déshonneur un peu pour la famille et plus personne n'en veut. À cette époque-là, même si les cas de naissance en mariage restaient quand même, certains vont dire très rares, d'autres pas du tout, ça reste quand même assez dérangeant. Mais faute de témoignages, quoi qu'il en soit, on ne sait pas par contre un certain nombre de choses. Par exemple, dans les années 1520, donc
au moment, on va dire, à un moment où Anne n'est plus ou moins plus une enfant, vous avez ce qu'on appelle, entre Henri VIII et François Ier, la rencontre du camp du drap d'or. Alors, vous allez me dire, le camp du drap d'or, c'est quoi? Ben, c'est tout simplement une rencontre qui s'est faite, si ma mémoire est bonne, vers Calais, donc c'est-à-dire en territoire français, anglais, ils se sont toujours un peu disputés la chose. C'est une rencontre en fait entre les deux seigneurs qui a pour objectif de quoi? De contrer un seigneur beaucoup plus puissant qu'eux, c'est-à-dire l'empereur Charles Quint. On veut mettre un peu en déroute Charles Quint, donc Henri VIII se disait bah, pourquoi pas m'allier avec mon voisin français, même si on s'entend pas trop. Donc, c'est ce que les deux hommes vont faire. Ils vont se rencontrer justement à cette rencontre du drap d'or. On ne sait pas trop si Anne était présent ou pas. Il n'y a pas forcément, on va dire, d'informations là-dessus, du moins pas ce que les historiens, on va dire, en ont retenu. On ne sait pas trop. Mais quoi qu'il en soit, cette rencontre du drap d'or, ça a été quoi? Enfin, ce camp du drap d'or, ça a été quoi? Ça a été beaucoup de fastes, beaucoup de m'as-tu vu, mais rien de concret. Il n'y a rien de concret qui a été, qui en a sorti. Donc, c'est pas un échec, mais c'est pas une victoire. C'est vraiment, c'est celui, on va dire, qui en montre le plus à son voisin. Il faut retenir un peu ça. C'est vraiment celui qui va chercher à épater l'autre, tant par ses richesses, par ses habillements, on essaie de paraître plus que plus. Donc le camp du drap d'or en 1520, c'est ça. C'est rien de plus. Arrive le moment où Anne grandissant, Anne devenant une jeune fille, voire une jeune femme, son père commence à réfléchir à quelque chose qui pour l'époque ne va pas choquer, c'est-à-dire qu'il va commencer à penser à la caser, à la marier. Donc il va chercher un prétendant. Et là, on va aller chercher à créer un mariage arrangé entre Lady Anne et un cousin irlandais qui est James Butler. James Butler, c'est un proche du roi, il est irlandais, et c'est un cousin aussi de la famille de Anne, c'est ce qui est bien. Et ce mariage pourrait un peu aider à mettre fin à une vieille dispute par rapport au comté de Ormond, qui est à peu près le Manchester actuel. Donc on se dit, si on réunit notre cousin, ce gars-là, avec Lady Anne, bah, c'est tout bénef. Comme ça on arrête de se disputer, tout va bien. Donc qu'est-ce que fait son papa? Eh bien, il rappelle sa fille en Angleterre pour que cette dernière se marie. Et le retour pour cette pauvre jeune fille, vous vous imaginez bien, d'une cour raffinée, d'une cour, on va dire, où les échanges d'esprit, où il y a un certain charme, une certaine insouciance dans cette cour de France qu'on pourrait qualifier de dépravée, mais qui n'était pas du tout. Cette cour d'intellectuels, va se succéder cette cour anglaise qui est pas austère et froide, mais tout comme en fait. L'image en fait de l'Angleterre de l'époque n'est pas, on va dire, une image positive en fait. On voit un peu cette image un peu froide, un peu comment dire, un peu rustre. Et Anne, ayant grandi une bonne partie de son enfance et de son adolescence en France, en fait, elle ne sait pas du tout comment ça va se passer pour elle en Angleterre. Elle ne sait pas du tout à quoi s'attendre. Donc, elle appréhende beaucoup et ça ne l'enchante pas. On va pas se mentir, vous imaginez bien, d'un endroit qui est limite un paradis pour une jeune fille, où on va vous rappeler, votre père vous dit, allez ma fille, rentre, il faut que tu te maries. Je pense que n'importe quelle jeune fille tirerait la tronche. Faut quand même le dire. Donc, ça l'enchante pas des masses. Son père, lui, il voit une opportunité en fait de je peux caser ma fille et servir mes intérêts en même temps. Donc déjà, c'est tout bénef. Concernant la première apparition de Anne à la cour d'Henri VIII,
les historiens ont des doutes. Certains pensent que sa première apparition est faite aux alentours des années 1522, au moment des festivités de Mardi Gras à York Place, qui est en fait l'actuel palais de Whitehall, lors, on va dire, de festivités organisées par le cardinal Thomas Wolsey. Thomas Wolsey qui était un proche du roi, qui était son principal ministre, mais aussi il a eu un peu toutes les casquettes. Mais bon, il a un peu fini, un peu comme tous les proches du roi fut un certain temps. Et lors de ces événements de Mardi Gras, il faut se représenter en fait une espèce de théâtre où on vous construit un espèce de château avec des décors grandioses, des espèces, on va dire, de bannières dorées, enfin voilà, des espèces un peu comme un grand théâtre, comme une grande pièce de théâtre, un peu avant l'air. Et où vous avez les dames de la cour, les dames principales de la cour du moins, la sœur, je crois que la sœur du roi en faisait partie, la sœur de Anne en faisait partie, et Anne en faisait partie également. Chaque dame représentait une allégorie un peu de vertu, plus ou moins. Anne, elle, représentait la persévérance. Vous allez me dire, persévérance, ça lui va bien. Oui, parce qu'elle a été persévérante dans ses idées, et persévérante aussi dans ce qu'elle voulait. Donc, on suppose que c'est à peu près dans ces moments-là que peut-être le roi l'aurait plus remarqué et peut-être commencer un peu à s'intéresser à elle. On ne sait pas trop. On ne sait pas trop. C'est vraiment à prendre avec des pincettes. Même les historiens ils prennent beaucoup de pincettes là-dessus. Mais on peut supposer que c'est à partir de là, en fait, que la jeune fille commence un peu à être vue. À cette cour justement d'Angleterre vient un peu, et même à l'âge de la jeune fille, vient un peu, on va dire, le temps des premiers amours et aussi le temps des premières déceptions, notamment avec Henry Percy. Henry Percy qui est un garçon qui est séduisant, qui intéresse la jeune fille, elle s'y intéresse aussi, il commence un peu à la séduire aux alentours des années 1523. Il souhaite l'épouser parce que, ben voilà, il en est fou amoureux, il a choisi, machin. Le problème, c'est que ce gamin était un peu, comment dire, un peu oisif, un peu, je dirais pas très éveillé, peu de volonté. C'était pas, on va dire, un homme au sens où qui a du caractère. Ses parents, en fait, s'apercevant que ben il savait pas faire des choix, il savait pas ce qu'il voulait, on finit un peu par décider à sa place et du coup l'ont forcé à épouser une autre jeune fille qui est Marie Talbot. Pourquoi? Parce que ben ils lui ont forcé la main et surtout ben il fallait qu'il se marie, il fallait un petit peu qu'il essaie de se ranger, qu'il essaie un peu de se mettre un coup de pied aux fesses, donc ben, ses parents ont pris sa décision à sa place. Et selon certaines sources, il y aurait peut-être eu des pressions du cardinal Wolsey pour qu'il se marie. Moi, personnellement, je ne m'avancerai pas sur ces théories-là. Je préfère me contenter de me dire que c'était un gamin qui avait très peu de... qui était vraiment, en fait, sous cette pression familiale et du coup, ben, qu'il a été un peu obligé de se plier à ce que papa-maman voulait. Donc, à 20 ans, on imagine bien cette pauvre Lady Anne qui est refroidie, qui n'a pas forcément envie de renouveler l'expérience de sitôt. Et qui, bon, a plus envie, on va dire, peut-être de passer à autre chose et de se consacrer à autre chose. Qu'est-ce que décide un peu son papa? Ben, tout simplement, son père, avec une ambition démesurée, ben, tout simplement décide de faire entrer sa fille au service, enfin, dans la maison de la reine Catherine d'Aragon. Catherine d'Aragon, vous allez me dire, c'est qui? Pour ceux qui ne savent pas, on va dire, se situer. Catherine d'Aragon, c'est la toute première femme d'Henri VIII. Donc c'est la fille d'Isabelle la catholique et de Ferdinand d'Aragon. Donc c'est-à-dire les deux gros seigneurs médiévaux de la fin du Moyen Âge de l'époque. Ce sont des seigneurs en fait qui ont plus ou moins réuni l'Espagne par leur mariage et aussi parce que bon les deux étaient c'était un mariage d'abord de raison puis au final c'est devenu un mariage classique. Et Catherine d'Aragon justement est l'une de leurs filles. Le père d'Henri VIII, il voit un peu une aubaine là-dedans et décide donc de marier son fils aîné d'abord Arthur avec justement la princesse Catherine
pour sceller un peu, je crois que c'était une espèce d'alliance entre les deux. Arthur était consistance fragile, il meurt très rapidement, et du coup c'est Henri qui épouse la fameuse princesse pour ne pas perdre la dot justement qui avait été apportée. Cette fameuse Catherine est également la tante de Charles Quint. Là vous imaginez un peu le bordel, on va voir le bordel d'ailleurs que ça va causer un peu plus tard. Cette pauvre Catherine, malheureusement, est une reine qui est un peu délaissée par son mari. Son mari est un coureur de jupons, vous allez me dire comme tous les rois de cette époque. Pas tous. Charles Quint n'en était pas un. C'est une reine délaissée, humiliée, on va dire extrêmement malmenée par notamment à cause des nombreuses aventures de son mari. Et ce que malheureusement on va retenir d'elle, surtout jusqu'à sa répudiation, c'est qu'elle a été incapable de donner un fils vivant, je précise bien vivant, à son mari. Cette femme a eu 6 enfants, beaucoup sont morts-nés. Il n'y a eu qu'un seul survivant, c'est Marie Tudor, qui deviendra plus tard Bloody Mary. Donc c'est une reine malheureusement qui est à la fois en grâce et en disgrâce de son mari. Son mari l'apprécie parce que c'est une femme qui est discrète, c'est une femme qui ne fait pas de vagues, c'est une femme qui est pieuse, mais le truc c'est que malheureusement, étant donné que lui veut un fils par tous les moyens, il en aura, ah oui, il en aura beaucoup même, mais des fils on va dire naturels, c'est-à-dire des fils hors mariage. Il fera d'ailleurs anoblir l'un d'eux, c'est Henri Fitzroy qui l'aura avec une des demoiselles d'honneur de sa femme. Mais c'est une reine qui malheureusement souffrira, je pense, beaucoup de cette situation. Et c'est ce que d'ailleurs les historiens en retiennent aussi, c'est que c'est une reine qui a pas mal souffert de cette situation et qui malheureusement, étant proche presque de la quarantaine, sait bien que ce ne sera plus possible pour elle d'avoir des enfants. On va maintenant voir un peu justement cette fameuse relation entre Henri et Anne. Il n'y a pas de relation au tout début à proprement parler. La venue de Lady Anne à la cour s'est fait déjà un peu après celle de sa sœur Marie. Sa sœur Marie qui, je vous laisse deviner, a fini dans le lit du roi. C'est d'ailleurs devenu sa maîtresse de l'époque. Mais ce dernier a tendance à changer rapidement, on va dire, change rapidement de femme comme on change de chemise. Et du coup, il finit par se lasser de Marie. Il finit vraiment par se lasser de Marie parce que, il a envie d'autre chose. Le truc, c'est que Marie, plus tard, va tomber enceinte du roi et accoucher de quoi? Je vous laisse deviner, d'un fils bâtard. En 1526. Et les contemporains soulignent la très forte ressemblance avec le roi. Et là, je vous laisse deviner un petit peu la réputation de cette pauvre fille, qui en a pris certainement plein la figure. Donc, il est avec il se lasse de Marie, il lui dit, écoute ma fille, je me suis lassé de toi, au revoir, ciao. Et en 1525, il repère sa sœur. Et il se dit, elle est pas mal celle-là. Je caricature un peu, mais c'est pour vous montrer un petit peu, pour vous donner un peu l'illusion. Anne sort du lot, pourquoi? Parce que c'est une beauté peu commune. Comme je vous le dis, et je vous le répète, c'est une fille qui a toujours été un peu hors de la norme. Déjà, c'est une nana qui a de l'esprit, c'est une jeune fille, c'est une jeune femme qui a de l'esprit, qui a une éducation, une culture et qui a une beauté qui n'est pas commune. Une brune, les yeux foncés, à la cour d'Angleterre du XVIe siècle, ça ne doit pas courir les rues, je pense. On voit peut-être plus des blondes aux yeux clairs que des brunes. Donc, on va dire que le roi est plus attiré par cette espèce de beauté exotique, entre guillemets, que par autre chose. Le roi, désirant Lady Anne, va
pas tarder à lui faire la cour, à lui faire des compliments, des cadeaux, tout ça. Mais la jeune fille n'est pas bête. Elle a très bien vu et elle a vu et entendu le sort qu'il a eu pour sa sœur. Et donc, elle ne veut pas finir comme sa sœur. Elle ne veut pas finir comme sa sœur, elle n'en a pas envie. Donc, elle connaît la réputation du roi, elle connaît sa tendance un peu à se lasser rapidement de ses conquêtes. Donc, elle ne souhaite pas être une parmi tant d'autres. Le roi, il veut la conquérir, mais il faut d'abord qu'il apprenne à la séduire d'une autre manière qu'en la mettant dans son lit, et à la conquérir d'une autre manière. Anne est sensible aux mots, à la poésie. Le roi, quelque part, on va dire, c'était un roi quand même érudit, c'était un roi humaniste, quoi qu'on en pense, mais c'était pas un roi qui aimait écrire. Pour ses poèmes, pour les poèmes, les lettres, surtout les poèmes qu'il va écrire à sa chérie, à sa conquête, il va prendre appui, il va se faire aider par les poètes de l'époque qui étaient à sa cour. Ces poèmes d'ailleurs ces mots doux d'ailleurs ont été retrouvés par les historiens. On en retrouve d'ailleurs dans certaines archives en Angleterre. On retrouve d'ailleurs ces poèmes à l'intérieur, et ça peut être très 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 cocasse, à l'intérieur des livres de prière. Ce sont des mots doux que le roi et Anne s'échangeaient par livre de prière interposé. On a retrouvé des traces de ces poèmes où celui-ci voulait se pâmer d'amour pour sa conquête. Il lui écrivait des lettres enflammées. Enfin, c'était vraiment une passion dévorante. Et les historiens l'attestent. On a retrouvé également des restes de lettres venant du roi pour sa dulcinée. Mais Anne n'est pas bête. Elle n'est pas stupide. Elle sait bien que le roi la veut, quoi, mais elle ne veut pas se donner à un homme si ce dernier n'est pas son mari. Pourquoi ? Parce qu'elle ne veut pas se déshonorer et elle ne veut pas mettre au monde des bâtards. Elle ne veut pas être considérée comme une prostituée. Ce qui, on peut tout à fait comprendre, est logique. Elle ne veut pas non plus devenir la maîtresse officielle du roi, parce que c'est une position déshonorante. C'est une position où on passe, on va dire, en dessous de la reine, quoi. On est carrément, on va dire, on est la deuxième femme du roi, mais on n'est pas sa femme, on est sa maîtresse. Ça se fait, le roi François Ier l'a eu fait d'ailleurs. Mais Anne ne veut pas de ça. Elle veut un mari pour donner des enfants. Cette dernière va faire une promesse qui d'ailleurs va lui être un peu préjudiciable par la suite. Elle lui fait très clairement comprendre au roi que s'il la veut, il doit l'épouser et elle lui donnera des enfants, notamment des fils. Là, vous comprenez bien qu'elle a un peu titillé la corde sensible du roi. Elle n'a pas été totalement stupide, elle a eu un peu une ambition qui était peut-être trop grande pour elle. C'est de vouloir épouser le roi et de pouvoir ensuite lui donner des fils. Cette romance entre les deux, cette espèce de jeu de chat et de la souris, du je t'aime un peu moi non plus, va durer de 1525 à 1533. Soit un peu plus de 8 ans. Donc c'est long, 8 ans. C'est vraiment très très long. À côté de cela, tout le monde sait très bien à la cour que le roi en pince pour elle. Il n'hésite plus d'ailleurs à s'afficher avec elle, tant dans les fêtes importantes que dans les événements importants. Il n'hésite pas à la montrer en gros comme ça, pas comme sa femme, mais comme sa compagne, comme son... Voilà, il la montre en fait comme une vraie dame de la cour, quoi. Donc, on voit un peu et on se doute bien que la reine, elle a du mal à avaler la pilule. Ça va se voir notamment, par exemple, lors des célébrations du traité d'Amiens, qui va rapprocher la France et l'Angleterre, par exemple en 1527, où Anne est supposée être là. Anne, qui est francophile, qui a certainement peut-être poussé là-dedans,
Anne qui est francophile, ben, a été peut-être contente aussi de retrouver le roi François Ier qu'elle a connu quand elle était plus jeune. C'est bien possible. Donc, il y a ce côté je manipule le roi et ce côté j'ai pas envie de finir comme une prostituée. C'est un caractère qui est assez ambigu chez cette femme dans le sens où elle pense à ses intérêts. Elle pense à ses intérêts en premier lieu, ce qui est normal, mais elle titille un petit peu aussi le roi à se bouger peut-être un peu aussi, à prendre des vraies décisions. Des décisions que bon, si elle n'avait pas été dans les environs, peut-être qu'il l'aurait jamais prises. En parallèle de ce contexte, il faut noter un truc, c'est que progressivement, tant la famille de Anne que Anne elle-même va commencer à faire diffuser les idées protestantes, notamment les idées luthériennes, au sein de la cour de France, enfin au sein de la cour d'Angleterre. Donc en fait, vous allez me dire, pourquoi en fait Henri VIII est un roi qui est théologien, pieux et un roi humaniste. C'est un roi qui a quand même écrit, je crois que c'était enfin, il avait écrit un truc concernant, je me souviens plus de quoi, ne m'en veuillez pas pour ça, un papier concernant Luther et ses idées. D'ailleurs, Luther, je crois que c'était bien foutu de lui d'ailleurs. Et c'était un roi qui s'intéressait beaucoup aux questions religieuses, qui s'intéressait beaucoup à tout ce qui a trait à ça. Et du coup, ben, les idées luthériennes et protestantes ont commencé à l'intéresser de plus en plus, notamment sous l'influence du clan Boleyn, qu'on va appeler le clan Boleyn, et sous l'influence en fait de sa maîtresse. Donc en fait, on voit très très clairement que Anne a quand même une certaine influence sur le roi, directe ou indirecte. Les témoins de cette époque un petit peu, on va dire, mésentente entre le roi Henri VIII et la reine Catherine, on peut citer tout d'abord leur fille Marie, qui est très jeune, enfin qui est jeune à l'époque, mais avec le roi qui veut, on va dire, mettre sa mère sur le bas-côté et se consacrer à sa maîtresse. La petite fille, aussi jeune soit-elle, comprend très bien que ses parents ne s'entendent pas. Donc en fait, c'est tout un tas d'événements par rapport à Marie qui vont rester, on va dire, ancrés chez elle, qui vont ancrer dans sa tête de petite fille et qui vont jamais la quitter. Donc c'est une époque, on va dire, de changement pour l'Angleterre, tant par ce roi Tudor que par ce qui va suivre. Et là, nous allons rentrer dans, on va dire, un sujet extrêmement complexe, extrêmement pas toujours facile à aborder, qui est la fameuse affaire du roi. Alors l'affaire du roi, c'est quoi? C'est un gros sac de nœuds qui, on va dire, a des motivations multiples. Comme je vous l'ai expliqué, Catherine d'Aragon ne peut plus donner d'enfants. Enfin, théoriquement, ne peut plus donner d'enfants. Maintenant, on sait qu'une femme peut donner des enfants jusqu'à 40-45 ans. Mais la reine Catherine ne peut plus en donner. Elle a la quarantaine. Henri VIII commence un peu à désespérer d'avoir un fils. Et du coup, c'est quelque chose qui le taraude, qui le travaille en fait. Sa première femme, aura donné 6 enfants, 5 vont mourir, fausse couche, enfin, il y a eu beaucoup de fausses couches, mais il y a eu beaucoup d'enfants morts-nés, ou autres. Et un seul va survivre, c'est Marie. Lui, il veut un fils pour la pérennité de la lignée, ce qui peut paraître logique. Sa volonté, cette motivation d'avoir un fils et avoir Anne qui lui a fait cette fameuse promesse de si vous m'épousez, je vous donnerai des fils, va le pousser peut-être à mettre un pied à l'étrier, à envisager quelque chose que on a vu dans le Moyen-Âge, ça se faisait beaucoup, mais pas sous cet angle. C'est-à-dire, il voit l'opportunité puisque ma femme ne peut plus me donner d'enfants, eh bien, je vais en prendre une autre. Donc, je vais divorcer. Ce divorce va se baser aussi sur une autre, on va dire, motivation. C'est que le mariage avec Catherine est vu par le roi comme un mariage incestueux. Et là, vous allez me dire, pardon,
Il n'a pas épousé sa sœur. Non, il n'a pas épousé sa sœur. L'histoire, il faut prendre un peu à l'origine il faut vraiment revenir à l'origine un peu de la question. Comme je vous l'ai expliqué, en 1510, Henri VIII et Catherine d'Aragon se marient. Catherine d'Aragon avait d'abord épousé le frère aîné du roi, Arthur, mais étant de consistance fragile, il a fini par mourir beaucoup plus tôt. Donc, qu'est-ce qui va se passer pour ne pas perdre la dot? Son père, Henri VII, va se débrouiller avec le pape de l'époque pour obtenir une dérogation spéciale afin que son second fils puisse épouser, enfin une dispense, une dérogation, peu importe, pour épouser justement Catherine. Et cela, malheureusement, n'est pas, on va dire, quelque chose qui est très bien vécu par le roi. C'est pas très bien vécu parce que c'est un roi qui reste quand même un roi très pieux. Et c'est un roi qui, malheureusement, pour qui ça va commencer à cogiter très sérieusement déjà à cette époque-là, parce qu'il voit en ça un mariage incestueux, un mariage contre nature. Son argumentaire va se baser sur quoi? Il va se baser sur la Bible, bien entendu. Il va se baser sur le Lévitique, versets 16, 18, 20 et 21. Je vous renvoie, si vous avez une Bible, regardez-les. En gros, ça stipule que un frère ne doit pas épouser, grosso modo, sa belle-sœur, ou ne doit pas la connaître charnellement. Ce qui malheureusement s'est fait. La preuve, il y a eu des enfants. Et malheureusement, le roi voit en ce mariage, voit en fait qu'il n'a pas pu avoir de fils vivant, une punition divine parce que ce mariage est considéré comme incestueux. Donc, pour lui, c'est un mariage qui doit être annulé parce que c'est un mariage qui est contre nature. Et là, vous allez me dire, ça fait beaucoup à avaler. Oui, c'est vrai, ça fait beaucoup à avaler. Mais il faut bien comprendre que le divorce avec Catherine d'Aragon et le mariage avec Anne Boleyn n'est pas la seule raison à ça. Il y a vraiment une raison religieuse derrière, il y a une question d'ordre moral. Alors la raison morale, on est bien d'accord, va venir en second temps des vraies raisons du roi, mais elle en fait néanmoins partie. Donc le roi est bien décidé à divorcer. Et pour cela, il va se tourner vers qui? Il va se tourner vers Wolsey. Il va se tourner vers le cardinal Wolsey, qui est proche du roi, ministre, chancelier d'Angleterre, tout ce que vous voulez. Il a divers bagages. Et il est aussi légat du pape. Donc il va lui dire, mon gars, je veux un divorce. Je veux divorcer. Nous sommes en 1527. Wolsey donc prend en charge les négociations. Négociations qui vont être extrêmement difficiles et qui n'aboutiront au final pas du tout. Le pape Clément VII, qui est le pape de l'époque, n'est pas très chaud en fait pour accorder ce divorce pour une raison, on va dire, qui est plus ou moins évidente. Catherine d'Aragon est la tante de l'empereur Charles Quint. Charles Quint, c'est quoi? C'est l'empereur du Saint-Empire romain germanique et il est aussi roi d'Espagne. Donc ça veut dire deux grosses entités des deux côtés de la France. Et donc un des personnages, un des princes les plus puissants de la chrétienté. Et il n'a pas super envie de se mettre justement ce personnage à dos. Donc il se dit, avec un peu de chance, le roi va revenir à la raison, c'est juste une lubie, ça va lui passer, et on n'en reparlera plus d'ici une semaine. Et c'est d'ailleurs ce que le pape lui ordonne, voire l'encourage à faire, pour le bien de tous. Le roi Henri VIII s'entête. Il demande la réunion d'un tribunal pontifical qui se réunit d'abord à Londres puis à Rome. Et qu'est-ce qu'ils rendent comme réponse? Ils disent, on ne veut pas de divorce. On refuse d'annuler le mariage, donc le roi, tant pis pour lui. Ce tribunal est une forme quand même d'humiliation pour la reine Catherine, il ne faut pas se mentir. Ce qu'on retient aussi de la reine Catherine de cette époque, c'est que c'est une femme
qui s'est comporté avec un grand courage et une grande dignité. C'est vraiment, on va dire, et ça je vous en reparlerai peut-être dans la partie sur la partie culture populaire. C'est une femme qui restait digne et courageuse. Pourquoi? Parce que on va remettre en cause notamment sa virginité au moment du mariage avec son royal époux, notamment avec Henri VIII. Certains vont dire que le mariage a été consommé par des on-dit, enfin bon, vous savez comment ça se passe, des bruits de cour, et d'autres vont dire que non, pas du tout, le mariage n'a jamais été consommé, que ci, que là. Donc en fait, il y a le clan de oui, elle était vierge, et les autres non, elle n'était pas vierge. Et seule la reine, vous le doutez bien, peut dire si elle était vierge ou pas le jour de son mariage. Et pieuse comme elle était, c'était pas dans son intérêt de mentir. Ça n'a jamais été d'ailleurs dans son intérêt de mentir. C'est une humiliation d'ailleurs. L'humiliation de ce procès se ressent également au niveau du peuple qui ne digère pas un peu ce revers, et un sentiment anti-pape déjà de base, déjà bien présent, commence un petit peu à se renforcer. Donc déjà, on se doute, on voit poindre un petit peu une Angleterre qui en a ras le dos en fait de la papauté, qui veut en fait autre chose. Cet échec de l'annulation du mariage du roi va, on va dire, être quelque chose de fatal pour Wolsey, puisqu'il va le payer très très cher, il va être disgracié, il va perdre tous ses titres et il va être arrêté. Alors, arrêté certainement pour trahison, j'ai pas réussi à savoir pourquoi il avait été arrêté, mais concrètement pour trahison ça me surprendrait pas du tout. Mais bon, ce dernier a fini par mourir en 1530, en sachant qu'il avait été disgracié un an avant. Donc Henri VIII commence un peu petit à petit à se dire, eh bien, le pape peut aller se faire voir, moi j'ai envie de couper les ponts avec la papauté. Ça va passer par plusieurs phases. La première phase va s'étaler à peu près des années 1529 à 1532. Le roi veut mettre un terme en premier lieu à tout ce qui a abus du clergé. Alors les abus du clergé, il faut comprendre richesse du clergé, c'est-à-dire soit les clercs qui ne sont jamais là, soit on va dire l'accumulation des richesses vis-à-vis de ce dernier. Ce qui pourrait paraître un peu logique au sens où si le clergé s'enrichissait mais que la population crevait de faim, c'était pas normal. Le roi aussi veut se faire reconnaître également, et se fait reconnaître également par une convocation de clercs, chef suprême de l'église anglaise. Donc ça veut dire c'est lui qui décide comment ça se passe en Angleterre au niveau de l'église et plus Rome. En 1532, une autre loi est également mise en place, c'est-à-dire une loi de soumission du clergé, c'est-à-dire que le clergé doit se soumettre au roi et non plus au pape. C'est-à-dire que le roi peut se permettre un droit de regard dans les affaires ecclésiastiques, ce qui est une grande première pour l'époque, puisqu'avant c'était Rome qui mettait son museau quasiment dans les affaires de l'Église. Vous vous doutez bien que ce n'est pas bien vu par tout le monde et que la pilule passe difficilement. On essaie un peu une forme de conciliation à nouveau entre le pape et le roi, mais ça aboutit à rien parce que le mec est bien décidé à couper les ponts avec Rome, et donc, il dit non, le roi veut, non, le pape veut pas faire ce que je lui demande, alors pourquoi moi je me plierai à ses volontés, donc non. Entre-temps, qu'est-ce qui se passe? Le roi a fait, pour revenir à Anne, le roi a fait anoblir sa maîtresse, c'est-à-dire que Anne était autrefois considérée comme roturière par son père, donc c'était même pas une noble, c'était une roturière. Elle s'est fait reconnaître marquise de Pembroke. Donc déjà, le comté de Pembroke, c'était une terre qui appartenait au roi, qui appartenait à un oncle, si j'ai bien vu. Donc déjà, la future reine, entre guillemets, qu'elle va devenir, a déjà des possessions à elle, par le roi. Et entre-temps, comme cela suffisait pas, le roi elle a fini par céder au roi sexuellement parlant. Et pourquoi on le sait?
Ben parce que quand elle va se marier à la fois secrètement et qu'elle va se faire couronner, elle est enceinte. Donc voilà, elle est enceinte, on sait ce qui a dû se passer, quoi. En sachant qu'en 1532, elle s'est fait un oubli. En 1533, elle va se marier. Donc bon, voilà, quoi. On devine ce qui se passe. En 1533, ce qu'il faut aussi également retenir, c'est qu'avant que le roi se marie avec Anne, eh bien, celui-ci décide tout simplement d'annuler son premier mariage. Ce dernier est considéré comme nul et non avenu. Et donc, Catherine est obligée de partir de la cour, d'aller s'exiler. Donc, Anne a tout le champ libre pour pouvoir être tranquille, en théorie. Donc, Anne a été anoblie l'année d'avant. Elle va épouser son royal époux. Certains vont dire, bah c'est super, c'est cool. Pas tant que ça. Ensuite, on va passer à la partie que j'ai appelée plus dure sera la chute. Et là, on va parler de Anne en tant que reine d'Angleterre. Donc, Anne est enceinte jusqu'aux yeux. Au moment où elle épouse en secret son royal époux, en 1533, donc, elle va l'épouser. Elle sera pas reine à ce moment-là, n'est pas couronnée reine. Attention, c'est bien plus tard que ça le devient, elle s'est juste mariée avec. Donc, elle est enceinte du fameux fils qu'elle a promis au roi. Donc, on va dire que pour elle, la boucle était bouclée, la promesse avait été remplie, enfin le contrat avait été rempli, donc tout va bien. En juin de la même année, cette dernière se fait couronner reine. Elle se fait couronner à Westminster. Assemblée en grande pompe, enfin, grand tralala, il y a la famille d'elle, certains invités du roi qui sont là pour faire plaisir au roi, mais qui, bon, ne voient pas d'un très beau œil cette union. Mais on va dire, c'est probablement pas trop au goût de cette dernière, parce qu'elle est belle et enceinte jusqu'aux yeux, probablement extrêmement fatiguée et épuisée, donc je pense qu'à l'époque, elle devait se dire, plus vite c'est fini, plus vite je pourrais aller me reposer. Ce qu'on peut comprendre aussi. Cette annonce de mariage, cette annonce de couronnement ne va pas plaire au pape, vous vous en doutez. Le pape somme plus ou moins ce roi d'Angleterre de renoncer à sa favorite, enfin de renoncer à Anne Boleyn sous peine d'excommunication. Le roi, il en a rien à faire, rien du tout. Il en a rien à faire puisque tout simplement Anne étant enceinte, ce dernier va avoir le fils qu'il a tant désiré. Donc, le pape peut hurler tant qu'il veut, ça ne changera rien. Et là, en 1533-1534, moi j'ai mis les deux dates parce qu'en fait, on ne sait pas, d'un ouvrage à l'autre, il y avait les deux. Et là, à la naissance, quand la reine accouche, eh bien, c'est un petit peu la soupe à la grimace. Vous vous doutez bien pourquoi, ce n'est pas un fils, c'est une fille. Ah, là, il y a un problème. C'est une fille qu'elle met au monde, c'est une petite Élisabeth qu'elle met au monde. Et vous savez, et vous vous doutez bien que ce sera Élisabeth, la grande reine Élisabeth Ier, que Anne mettra au monde, mais ça, personne ne le sait. Et là, le roi déchante complètement. Là, on se doute bien que ce grand gaillard qui a tenu tête à tout le monde, qui disait « ma femme est enceinte d'un fils, je suis content, machin », ben, quand il voit une fille, ça fait un peu ça plaît pas, quoi. Donc, le roi est déçu et plus que déçu. D'ailleurs, au baptême de sa fille, ce dernier va se dispenser complètement d'y assister. Donc, vous imaginez bien un peu comment dire, la déception. La naissance d'Élisabeth va entraîner pas mal de choses. Notamment, il faut en urgence adapter la législation pour qu'Élisabeth soit dans l'ordre de succession. C'est-à-dire qu'on va voir la première loi de succession en faveur d'Élisabeth votée en mars 1534. Où normalement la couronne devrait aller au fils d'Anne, au futur fils d'Anne, en espérant qu'elle en ait à cette époque-là, sinon à Élisabeth.
Et là, vous voulez me dire, et Marie, qu'est-ce qu'elle devient? Ben, Marie est considérée comme bâtarde. Marie, elle a été déchue de son titre de princesse, même si elle est toujours appelée princesse. Mais même si son entourage va continuer à l'appeler princesse Marie, elle sera toujours considérée comme bâtarde. Donc, Élisabeth, si elle est la seule fille du couple à être née, ce sera donc elle qui sera en premier ordre de succession. Un statut autre va également être voté, notamment un statut mentionnant que tous les sujets doivent prêter serment, car ils doivent s'engager à reconnaître la validité du mariage entre Henri VIII et Anne Boleyn. Ce qui ne va pas être le cas de tout le monde, car vous vous doutez bien que tout le monde, on va dire, n'a pas vu cette union d'un bon oeil, surtout, on va dire, les proches de Catherine, ceux qui avaient beaucoup d'affection pour la reine, même le peuple qui adulait la reine Catherine. C'est pas quelque chose qui s'est fait, on va dire, très facilement. Les contemporains, d'ailleurs, ne considèrent absolument pas Anne comme la reine d'Angleterre. Eustache Chapuis, qui était ambassadeur espagnol de Charles Quint, dans ses écrits, il va la qualifier de concubine. Concubine, c'est un mot fort qui veut dire cette femme est juste, on va dire, elle n'est pas l'épouse, elle est rien. Donc ça veut dire que concrètement, que malgré le fait que Anne soit couronnée reine, le peuple et d'autres contemporains ne la verront jamais comme reine. Ce sera toujours Catherine. Anne aura toujours l'ombre de Catherine au-dessus de sa tête. Et ça, elle en a conscience. Ça va la déranger longtemps, jusqu'à la mort de Catherine, mais elle sait que concrètement, beaucoup de personnes ne la considéreront jamais comme reine. Le roi lui-même, d'ailleurs, peut-être commence un peu à regretter d'avoir fait ce qu'il a fait, ou peut-être pas. Voilà. Car il cherche quand même à voir sa fille Marie en cachette de sa femme, parce que sa femme ne voit pas du tout d'un bon oeil le fait que son royal époux aille voir sa fille aînée. Pourquoi? Parce que imaginez un peu la légitimité remise en cause, une reine déchue qui reste quand même encombrante, une princesse qu'on pourrait restaurer dans ses droits. Ça fait, il y a de quoi stresser en fait. Et elle ne voyait pas du tout d'un bon oeil le fait que son mari voie de temps en temps sa première fille, même en cachette de sa femme, quoi. Elle n'était pas totalement bête, elle se devait s'en douter. Après Elisabeth, les choses se corsent beaucoup pour Anne, car malgré ses nombreuses, on va dire, fois où elle tombe enceinte, malheureusement, ça va se solder par des fausses couches à répétition. Et les fausses couches à répétition, vous allez me dire, ça fait un peu comme Catherine. C'est exactement, on a la même schématisation involontaire en fait entre les deux femmes. Durant les 3 années que Anne va être reine, donc 3 ans c'est très court, Anne va quand même rester, malgré le fait que c'est une femme qui est extrêmement, qui aime beaucoup la mode, qui aime beaucoup, on va dire, qui a un certain goût, enfin tout ça, ça reste une femme qui reste quand même très pieuse. Elle fait beaucoup de dépenses pour les plus démunis, elle donne beaucoup pour des œuvres de charité. Donc c'est une femme quand même qui a gardé cet esprit pieux du temps où elle était avec Catherine, aussi peu de temps cela a été, mais surtout du temps où elle a été avec Claude de France. Donc en fait, malgré le fait que ce soit une femme qui était de son temps, c'est-à-dire axée sur la mode, axée sur la culture, axée sur beaucoup de choses, ça reste une femme très pieuse. C'est une reine également qui est une reine mécène. De nombreux artistes d'ailleurs gravitent autour d'elle. On peut signaler par exemple Hans Holbein, jeune, c'est-à-dire le fils, qui profite du mécénat de la reine et qui va être introduite par la reine pour les portraits et tout le reste, mais aussi Nicolas Bourdon, si j'ai bien écrit, est un poète français et qui est pas forcément bien vu aussi en France,
Mais il y a cet esprit influence renaissance italienne en fait qui règne dans l'entourage de Anne, dans l'esprit de Anne. Anne va avoir comment dire, va apporter ce côté un peu frais, ce côté un peu, ce côté on va dire plus raffiné, moins rustre qui manquait justement à la cour d'Henri VIII. Et ce qui fait que c'est une reine quand même qui est proche des artistes, proche de la culture, proche de beaucoup de choses. C'est une reine qui a gardé un peu ce côté extrêmement français. Comme je vous disais, c'est une reine qui est francophile, donc ça veut dire que c'est une reine qui parle très bien le français. D'abord, elle parle très très bien le français. Et c'est une reine aussi qui a gardé tout ce qu'elle a appris, toutes ses influences qu'elle a vues à la cour de France. Donc, c'est vraiment quelqu'un à qui on peut reprocher énormément de choses, mais qui avait ce côté frais, pétillant, qui est vraiment, qui faisait peut-être défaut à cette cour austère d'Angleterre. Malheureusement, Anne a beau avoir tous ses côtés intellectuels, cultivés et tout ça, les années passent et malheureusement Anne n'arrive pas à donner de fils au roi. C'est un gros problème dans le couple. Le roi commence sérieusement à s'impatienter. Il supporte de moins en moins peut-être aussi la jalousie de sa femme. Vous imaginez bien que après tout ce après tout ce qui s'est passé, elle n'a pas forcément envie d'aller voir de voir son mari, aller voir ailleurs, ce qu'on peut comprendre tous. Mais malheureusement, c'est un roi volage. Donc je pense que quelque part, elle savait qu'un jour ou l'autre, ça pouvait arriver. Ce dernier commence à moins supporter d'ailleurs les scènes de ménage qu'elle lui fait. Donc, il faut s'imaginer un couple qui a ses problèmes. Elle n'arrive pas à donner de fils. Et quand elle est enceinte, eh bien, elle fait des fausses couches. Donc déjà, mentalement pour une femme, ça doit être éprouvant. Avec un caractère très, très, on va dire, extrêmement impulsif, comme elle a, ben, ça ne doit pas plaire au roi. Le roi est très habitué au caractère effacé de Catherine, donc bien sûr, une femme qui lui tient tête, ça ne lui plaît pas trop. Et surtout, très certainement, ben, toutes les aventures qu'il doit avoir dans son dos, ben, forcément, ça fait des scènes de ménage. Donc il faut s'imaginer, pas un couple tout rose non plus. Donc, Anne, quand même une reine qui a un poids au doute, qui a tendance également à s'ennuyer de temps en temps. Mais bon, en épousant un roi comme ça, je pense que c'était un peu le lot des femmes de cette époque. Celle-ci arrive quand même à se distraire, notamment par le goût de la conversation, par le goût des réceptions qu'elle doit donner certainement dans ses appartements ou même à la cour. Elle essaie de se distraire autant que possible. Elle est entourée de sa famille proche, le peu de famille proche qui lui reste, puisque sa sœur, elle a banni sa sœur parce que cette dernière ne lui a pas demandé la permission d'épouser un roturier. Donc bien sûr, en tant que sœur de la reine, ça ne le faisait pas. Et il y a toujours ce problème comme je vous l'ai déjà dit, qu'elle n'est pas reconnue comme reine. Ça, c'est un problème qui va demeurer jusqu'à sa mort, malheureusement. Elle ne sera jamais considérée comme reine d'Angleterre. À la mort de Catherine, cette dernière est enceinte. Et certains historiens voient dans la mort de Catherine, pour Anne, la perte d'un atout un peu indirect. Du vivant de Catherine, en fait, personne n'aurait jamais trouvé à redire sur le mariage du roi avec Anne. Personne n'aurait trouvé à redire, personne n'aurait commencé à critiquer. Avec la mort de Catherine, malheureusement, et avec le fait que Anne a du mal à donner un fils au roi, Anne voit sa position qui commence un peu à se fragiliser. C'est-à-dire que Catherine n'étant plus là, ça commence à pas sentir très très bon pour cette reine. Donc, il faut que le prochain bébé qui naît soit un fils pour que le contrat soit rempli. Ce qu'on peut noter, c'est que Anne, ayant parfaitement conscience de ses difficultés à donner un fils, et qu'une fille ne va pas suffire au roi, elle va tenter
tant bien que mal, à se rapprocher de Marie, à plusieurs reprises. Notamment notamment au tout début, en lui faisant promettre au tout début du temps de sa mère, enfin du temps de vivant de sa mère, qu'elle la considérerait comme sa fille si elle reconnaissait son mariage avec son père, ce que cette dernière a refusé, en disant que tout simplement elle ne ferait pas, enfin elle ne marcherait pas derrière cette femme. Et à la mort de Catherine, elle va réessayer justement de se rapprocher de Marie en lui disant, écoute, je veux bien te traiter comme ma fille si tu te plies aux exigences de ton père, c'est-à-dire reconnaître que le mariage de sa mère, c'est-à-dire Catherine d'Aragon, est nul et non avenu et qu'il faut qu'il reconnaisse Anne comme reine. Marie l'ignore, parce que sa mère est morte, elle a autre chose à faire, elle pleure sa mère, quoi, ce qui est normal, elle ignore complètement Anne, et cet échec, en fait que Anne doit probablement être désespérée. D'autant plus qu'en 1536, elle perd son bébé. Donc, il y a, on va dire, ce côté, ma position est de plus en plus fragile, je ne sais plus comment faire. D'autant plus que le roi commence un peu à remettre en cause son mariage avec elle, en disant, ça c'est les historiens qui se basent dessus, que ce dernier a été victime de sorcellerie, qu'il a été envoûté, enfin tout un tas de choses. Tout un tas, on va dire, que certains vont qualifier peut-être d'excuses. Le roi, en fait, se lasse de sa femme et s'en lasse comme il s'est lassé de Catherine et commence à s'intéresser à une toute jeune demoiselle d'honneur, Jane Seymour, qui est issue d'une vieille famille anglaise, qui lui tape dans l'œil et commence un peu à la courtiser, à lui faire la cour. Anne tente de la chasser parce qu'elle voit très très bien le manège qui se passe, sauf que le roi s'y refuse. Et du coup, ce dernier va se rapprocher du clan Seymour, ce qui va être du mauvais temps pour le clan Boleyn. Cette Anne commence à voir avec le rapprochement justement de son mari et du clan Seymour sa position de plus en plus fragile, de plus en plus de plus en plus délicate. D'autant plus qu'à la cour, deux personnes tentent de se débarrasser d'elle. Son mari, pour qui elle est devenue gênante parce que elle n'arrive pas à lui donner de fils et il en a marre de ce caractère, de son mauvais caractère. Et un allié au début, un ami qui au début était un allié, mais qui devient son ennemi par la suite parce qu'il n'a plus besoin d'elle. C'est Thomas Cromwell. Thomas Cromwell, c'est un personnage qui est un peu particulier, qui a eu un peu toutes les... il faudrait faire une vidéo entière là sur ce mec-là, parce qu'honnêtement, c'est un personnage quand même assez atypique, qui a profité en fait de Anne pour son ascension, et maintenant il la trouve gênante, donc il veut s'en débarrasser. Il veut s'en débarrasser parce que il faut en fait... elle devient beaucoup trop gênante, il faut s'en débarrasser. Là, je me répète un peu. Pour se débarrasser de cette reine dite gênante, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de trouver des dossiers compromettants sur elle. Et quand je dis dossier, il faut comprendre, est-ce que la reine a des amants? Est-ce que la reine a trahi l'Angleterre? Est-ce que la reine a fait certaines choses? Donc, Cromwell va renifler un peu partout et il va chercher des éléments à charge contre la reine. De nombreuses personnes vont être interrogées, et quand je dis interrogées, c'est torturées. On est en avril 1536. Un musicien du nom de Mark Smeaton va être torturé et il va avouer un certain nombre de choses, notamment qu'il a certainement eu une relation avec la reine. Donc, un certain nombre d'accusations vont être formulées contre elle. Alors, il faut quand même comprendre une chose, ce procès, on va le voir dans la partie suivante, est une mascarade de procès.
les contemporains et même Eustache Appuy va quand même dire que c'est va quand même faire comprendre dans ses écrits que c'est une mascarade de procès où il n'y a pas de vrais aveux, où il n'y a pas de vraies accusations. On veut se débarrasser d'Anne Boleyn. Donc, Thomas Cromwell va chercher à monter un dossier contre elle. Un bon gros dossier des familles. Toutes les accusations d'ailleurs qu'il va obtenir par torture vont être rapportées au roi qui va ordonner l'arrestation bien sûr de la reine. Et de tous ces soi-disant amants, tout le monde va y passer. Tout le monde va être interrogé, très certainement tout l'entourage va y passer. Donc, Anne Boleyn, reine déchue. On va passer à cette partie. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ce procès? C'est d'abord, comme je vous ai dit, une mascarade de procès, où la reine est accusée d'adultère, en premier lieu. Ces accusations vont être réunies par Cromwell. Ces accusations, d'ailleurs, vont permettre à Anne Boleyn d'être arrêtée. Et cette dernière va être arrêtée pour trahison, d'abord, surtout pour trahison, en premier lieu, parce que les accusations d'adultère vont venir bien après, et conduite à la Tour de Londres. Le procès qui va s'en suivre pour elle et ses supposés amants, c'est un procès qu'on va qualifier un procès clair. C'est-à-dire, il faut comprendre surtout une mascarade de procès. Pardon. C'est une mascarade car on va accuser la reine de choses qui sont, on va dire, inimaginables. Notamment le fait que cette dernière a eu des relations incestueuses avec son propre frère George. On va l'accuser d'avoir eu des relations avec 3 personnes. Alors, est-ce que j'ai la liste? Oui, je dois avoir la liste par là. Avec plusieurs personnes. Enfin, il y a entre autres, Mark Smeaton, le musicien. Il va y avoir Sir Henry Norris. Et il va y avoir un autre type dont je n'ai pas relevé le nom. Il va y avoir surtout George Boleyn, son frère. Donc déjà, ces 3 protagonistes vont être accusés d'être les amants de la reine. Vous allez dire le propre frère, c'est quand même un peu fort. Mais malheureusement, ce pauvre bougre va être du lot. Donc, ça va être un procès clair, un procès où on va avoir des accusateurs et accusés qui vont se défendre tant bien que mal, mais on cherche à se débarrasser d'une reine gênante, donc on va avoir des dommages collatéraux, et le dommages collatéraux qui vont être les supposés amants, et les dommages, on va dire le vrai dommage qui est Anne Boleyn. Donc, le procès se fait en même pas peu de temps, et le verdict tombe. George Boleyn, adultère et inceste, déjà ça fait plaisir. Henry Norris, adultère et trahison, et Mark Smeaton, adultère et trahison. Donc déjà c'est fait. Les 3 supposés amants, alors j'en ai 3, mais il y en a, je pense qu'il y en a plus, vont être décapités. Ils sont condamnés à la décapitation parce que c'est comme ça qu'on les condamnés à mort se passer. La reine, elle, va avoir le double jackpot, c'est-à-dire qu'elle va être accusée non seulement d'adultère, ce qui est faux, les historiens d'ailleurs s'accordent pour dire que c'était faux, de trahison qui était faux également, et d'inceste qui était faux. Donc ça a été attesté par les historiens bien plus tard. Cette dernière est également condamnée à mort. Thomas Cranmer, qui est un ecclésiastique protestant anglican, va déclarer, qui est proche du roi d'ailleurs, va déclarer le mariage nul et non avenu, donc annuler le mariage. C'est même lui qui aura, ce qui est 3 ans plus tôt, qui aura, on va dire, célébré le mariage du roi et de la reine. Et Elisabeth va être considérée comme bâtarde. Donc Anne, non seulement voit son mariage annulé, mais en plus sa fille va être considérée comme bâtarde, donc au même point que Marie. Ça fait mal quand même. Le roi accorde quand même une petite faveur à sa femme, une dernière faveur à sa femme, on peut dire il est clément cet homme, oui, un peu, qui est sa femme ne souhaite pas être décapitée à la hache, mais à l'épée, comme cela se faisait en France. Son ex-mari le lui accorde, parce que voilà, tant qu'il s'en débarrasse, il est content. Il va lui accorder
il va lui accorder cette faveur. Donc, les 3 protagonistes d'avant ont eu la tête tranchée, peu de jours avant. La reine meurt décapitée le 19 mai 1536. Elle meurt en fait décapitée, et voilà. Ce que Eustache s'appuie, ambassadeur de Charles Quint, on va noter d'ailleurs dans ses écrits par rapport à elle. Pourtant, il n'éprouve aucune sympathie pour elle. Anne, pour lui, c'était vraiment, on va dire, une prostituée, quoi, presque. Il va reconnaître quand même que ce procès est une mascarade, plus ou moins, que celui-ci s'est fait sans preuve valable et sans confession. C'est-à-dire qu'elle ne s'est pas confessée à un prêtre, elle n'a pas confessé avoir fait ce dont on l'accuse. Ça s'est juste fait sur des preuves fabriquées et sur des allégations qui sont fausses en vrai. Donc, on a voulu se débarrasser de cette femme parce qu'elle était gênante, parce que le roi voulait se remarier peu de temps après avec sa nouvelle conquête qui était Jane Seymour. Jane Seymour d'ailleurs qui ne fera pas long feu, elle va mourir quasiment en couche, peu de temps après. Bon, elle n'était pas enceinte au moment de son mariage, elle est tombée enceinte plus tard, mais concrètement, Anne est quasiment morte pour rien, si je peux dire ça comme ça. Et maintenant, on va avoir une partie beaucoup plus légère, entre guillemets, qui est plutôt Anne et la culture populaire. Ce que la culture populaire a fait pour, on va dire, quelle image elle a donnée de Anne Boleyn. Donc, moi, je vais partir de l'image d'Anne Boleyn dans le cinéma et les séries, parce que c'est ce que je connais le mieux. Moins, pas des livres, parce que les livres, bon, voilà. Mais plus dans le cinéma et la série. Donc, moi, je vais prendre exemple sur... J'ai mis un film, mais je vais en mettre 2. Qui d'abord, je vais me baser sur 2 exemples de films et un exemple de série. Premier exemple de film que je peux citer, c'est Anne aux 1000 jours, qui a été réalisé par Charles Jarrott en 1969, donc c'est pas un truc qui est récent. Le second, c'est Deux sœurs pour un roi, qui a été fait dans les années 2000-2010. J'ai pas pris les références, mais je vous en parlerai très grossièrement. Et en série, j'ai pris l'exemple des Tudors, créé par Michael Hixt, je prononce très mal, je suis désolée, qui est une série qui s'étale de 2007 à 2010. Donc, dans le film Anne aux 1000 jours, c'est Geneviève Bujold qui incarne Anne Boleyn, qui incarne une Anne Boleyn insouciante, pleine de vie, mais qui a quand même, pour moi, le réalisateur s'est quand même très fortement inspiré, je pense, du personnage que devait être Anne Boleyn, c'est-à-dire une femme de caractère, une femme qui a quand même une certaine volonté et une certaine et un caractère trempé, une certaine volonté, et surtout qui ne se laisse pas démonter par Henry VIII, qui est très très bien joué par Richard Burton, qui je crois était le mari d'Elizabeth Taylor, si ma mémoire est bonne. C'est un film que je trouve qui est ancien, qui est difficile à trouver, mais qui est quand même relativement bien fait, parce qu'on retrouve les costumes un peu comme c'était à l'époque, les décors également, mais on montre aussi le côté très ambitieux d'Anne Boleyn, mais aussi le caractère courageux, intelligent et cultivé de Anne. Donc en fait, ce film va montrer une facette peut-être plus réaliste que fantasmée de ce que pouvait être Anne Boleyn de l'époque. Le deuxième film, Deux sœurs pour un roi, par contre, là je vais être extrêmement critique et je m'excuse d'avance pour les gens qui aiment ce film. C'est un film qui n'est pas du tout ou très peu basé sur les faits historiques. C'est un film qui est extrêmement... alors qui n'est pas un mauvais film. Nathalie Portman qui joue Anne Boleyn et Scarlett Johansson qui joue Marie Boleyn. Il n'y a rien à dire, elle joue très bien tant l'une que l'autre, mais ce n'est pas du tout un film qui est basé sur les faits historiques. Il y a l'inspiration, mais il y a une totale liberté de la part du réalisateur, ce qui fait que si on ne regarde que ce film-là, en fait, on pense qu'Anne Boleyn était impulsive, capricieuse, gênante. Bon, gênante, elle l'était, mais pas de cette façon-là. Donc, je trouve que ça montre une Anne Boleyn extrêmement caricaturale, extrêmement égoïste, extrêmement... Tout en fait ce que
peut-être les contemporains de l'époque ont gardé de négatif. Et c'est ce qui me gêne, moi, personnellement, dans ce film. C'est aux antipodes, je trouve, de ce qu'on aurait dû montrer de cette femme. Si on prend l'exemple de la série Les Tudors, par exemple, dans cette série, c'est Nathalie Dormer qui joue Anne Boleyn. Donc, si vous ne voyez pas qui c'est, ceux qui sont fans de Game of Thrones ont très certainement vu Marjorie Tyrell. Ben, c'est Nathalie Dormer dans Anne Boleyn. Et je crois qu'elle avait joué aussi dans Hunger Games, si ma mémoire est bonne. Je trouve que c'est peut-être l'actrice qui est plus proche peut-être de ce que pouvait être Anne Boleyn, physiquement peut-être, au sens où c'était une brune, peau un peu ni trop claire ni trop mate, avec ce côté peut-être très ambitieux qui est montré dans la série, très, comment dire, ce côté peut-être très intelligent, très cultivé, avec une beauté qui est extrêmement mise en avant. Je trouve que c'est une série qui, même s'il y a des couacs historiques, reste quand même une bonne série pour se faire une idée un peu de ce qui était la cour d'Henri VIII de l'époque. Alors, niveau costume, bon, c'est des costumes qui sont très cintrés, tout ça, ce qui n'était pas... À l'époque, on mettait des manches extrêmement longues. Mais ça reste une série que je trouve qui reste assez collée, en fait, à ce qu'on peut se faire, de ce on peut penser de cette époque. Et je trouve que ça montre une Anne Boleyn, certes, très ambitieuse, mais également une Anne Boleyn très manipulée par sa famille, et c'est ce qu'on va voir justement dans la seconde partie, où justement ce fameux rapport culture populaire et Anne Boleyn met en avant également un reflet d'une époque, c'est-à-dire ce côté extrêmement ce côté, on va dire, extrêmement manipulé de ce que pouvait être la manipulation des familles sur les filles. Alors vous allez me dire, ça se voyait encore même au 19e siècle, c'est vrai, mais il y a ce côté, on va dire, il y a tout d'abord les origines roturières déjà de Anne et du père de Anne, qui s'est transmis à ses filles, mais il y a aussi ce côté, je veux placer ma fille à tout prix dans la noblesse, dans cette bonne famille, et quitte à la jeter carrément dans les bras du roi pour justement servir mes intérêts. C'est ce côté extrêmement manipulé, c'est ce côté extrêmement, on va dire, on voit les filles à cette époque-là comme une façon, pour les familles, pour certaines familles, du moins les familles qu'on peut dire qui ont peu d'honneur, mais même si j'aime pas cette expression pour le coup, pour ces familles, on va dire, qui ont des ambitions extrêmement démesurées et surtout qui sont prêts à carrément vendre leurs filles, parce que moi je suis désolée, mais c'est ce qu'un peu a fait Thomas Boleyn avec sa fille. Il a été prêt à jeter ses deux filles dans les bras du roi pour servir ses intérêts. Ça montre aussi le reflet d'une époque qui fait que on veut avoir des terres, on veut avoir des titres, on veut avoir beaucoup de choses. À défaut qu'on ait bonne réputation au sein de certaines familles, et bien ce qu'on va faire, c'est que soit on va marier notre fils avec une famille noble qui est beaucoup plus mieux lotie que nous, pardon, soit on va, si on a la chance d'être dans l'entourage du roi, ben pourquoi pas précipiter nos filles dans les bras du roi, faire en sorte que le roi les remarque. Et c'est ce qui s'est passé pour Marie en premier, qui est tombée carrément dans le déshonneur le plus total parce qu'elle est tombée enceinte du roi, et donc qui a mis en monde des bâtards, et Anne, qui malheureusement s'est retrouvée, pas maîtresse du roi, mais qui s'est retrouvée dans une position tantôt je dois, très certainement, tantôt je dois faire en sorte que mon père soit fier de moi, et tantôt ben, je dois faire ce qu'on me demande. Donc oui, Anne Boleyn a été rusée, elle n'a pas voulu tomber dans les mêmes pièges que sa sœur, chose que beaucoup peut-être de femmes de l'époque auraient fait. Elle a été ambitieuse parce qu'elle a voulu viser le plus haut du panier, c'est-à-dire devenir reine. Mais cette ambition, pour moi, a été poussée par sa famille. Moi, de ce que j'ai pu lire en fait dans les livres, c'est que pour moi, Anne Boleyn a été poussée par sa famille
dans ce genre d'extrême, parce qu'elle aurait très bien pu épouser un noble lambda, et ça aurait été très bien. Non, son père a carrément voulu la jeter dans les bras dans les bras du roi, quitte à même à ce qu'elle le soit complètement déshonorée. C'est quelque chose, on va dire, qui est extrêmement visible à toutes les époques, notamment époque, on va dire, moderne, mais aussi au Moyen-Âge. Et c'est quelque chose qu'on ne montre pas suffisamment. On ne montre pas suffisamment. Anne est une des rares, on va dire, jeunes filles, fait partie peut-être des rares argentiques de l'époque, à avoir pu bénéficier d'une éducation extrêmement poussée. Jane Seymour, de ce que j'ai pu en lire, ne savait que signer de son prénom, donc elle n'avait pas une éducation extrêmement poussée, contrairement à ce qu'avait eu Anne. Donc, c'est quand même le reflet d'une certaine mentalité, c'est quand même le reflet d'une certaine époque, et c'est quand même le reflet peut-être de ce que on a voulu aussi en donner. Ce qu'on a pu, de ce qu'on peut en retenir également au niveau de ce que la culture populaire en a montré, c'est certes une femme extrêmement ambitieuse, mais aussi une femme où on met justement en avant ce côté, justement, la jeune fille complètement manipulée par sa famille, complètement esclave quasiment de ce que ses parents désirent, de ce que les parents veulent. C'est quelque chose qui est quand même extrêmement, peut-être pas malsain, mais peut-être caractéristique dans certains milieux. Donc voilà, écoutez, ce qu'on peut dire d'Anne Boleyn pour conclure cette vidéo, c'est que c'est une reine déjà qui est peu connue. On la connaît au travers des séries, on la connaît au travers des films, mais on ne connaît pas vraiment en fait son histoire. C'était une femme ambitieuse, cultivée, d'une beauté peu commune, qui malheureusement a eu un destin tragique. Pourquoi? Parce que à force, on peut dire, de tout vouloir aller plus haut que soi, on finit par tomber plus bas. C'est une femme qui malheureusement n'a jamais pu bénéficier peut-être de la légitimité qu'elle aurait pu avoir. On ne l'a jamais considérée comme reine d'Angleterre. Sa fille a été déclarée comme bâtarde, donc il a fallu très longtemps avant que cette-ci soit réhabilitée. Et ironie de l'histoire, ce sera un des plus grands souverains que l'Angleterre retiendra. Elisabeth Ier a eu un règne extrêmement long et extrêmement prospère. C'est un peu la revanche d'Anne Boleyn, indirectement, sa fille d'ailleurs, et l'archétype type de la revanche de sa mère. Cette femme qui n'a pas pu, on va dire, régner entre guillemets, n'a pas pu donner de fils au final. Elle a largement gagné, quoi. Elle a largement gagné avec sa fille. Donc c'est un peu ce qu'il faut en retenir. Plus ou moins, c'est une reine qui est mal connue, c'est une reine qui est, je trouve, est attachante et touchante par son histoire. C'est une reine qui peut-être était trop avancée pour son époque et peut-être trop moderne peut-être pour son époque, et c'est ce qui est très dommage, car elle était fraîche, elle était cultivée, intelligente, elle avait de l'esprit, et c'est peut-être justement ce qu'on ne met pas assez en avant, et c'est ce qu'on connaît peu d'elle. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo qui est extrêmement longue et pendant laquelle j'ai un peu bafouillé, je suis désolée. J'espère qu'elle vous plaira, j'espère qu'elle vous fera découvrir justement ce personnage que l'on connaît peu, que l'on connaît mal, et auquel, si vous avez des questions, je répondrai avec grand plaisir. Je vous souhaite une très bonne fin de journée ou une très bonne journée selon l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo. Et je vous dis à très 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 bientôt pour une nouvelle vidéo podcast. D'ici là, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!